Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, un épisode particulier peut-être, puisqu'on va parler de harcèlement sexuel. Pourquoi est-ce qu'on parle de harcèlement sexuel dans Leadershift ? Parce que je suis convaincu qu'un comportement de leader n'a pas besoin de la hiérarchie pour s'exprimer, et que je pense qu'en 2024, il est de notre responsabilité de débusquer, d'éduquer, d'expliquer en quoi et pourquoi le harcèlement sexuel est intolérable et ne doit pas être toléré, qu'on soit cadre ou pas, qu'on soit manager ou pas. Et donc, je pense que ce genre de considérations ont leur place dans Leadershift. Nous avons, vous et moi, un rôle à jouer. Je me suis basé là-dessus sur une étude demandée par le SECO, le secrétariat à l'économie de la Confédération suisse, et sur le Bureau fédéral de l'égalité, pour voir où est-ce qu'on en est en Suisse au niveau harcèlement sexuel. Alors, je vais citer abondamment le rapport, mais il est très long. Donc, si ça vous intéresse, je vous recommande de lire la source. Et comme toujours, dans les notes du podcast. Je remercie d'ailleurs Laura Imhoff, qui est médiatrice à Bienne, juriste, pour les échanges qu'on a pu avoir à ce sujet. Et d'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, je l'inviterai peut-être dans le podcast. Alors, engageons la conversation, le sujet, le harcèlement sexuel. On va commencer par le point de vue juridique, parce qu'il faut bien commencer quelque part, se dire mais qu'est-ce que c'est ? C'est puni, c'est pas puni ? Je pense que beaucoup d'entre vous, comme moi, il y a quelques années, ne le savaient pas. Alors moi, j'ai la chance d'avoir été formé comme personne de confiance en entreprise, et les personnes de confiance en entreprise, certaines des demandes qu'elles doivent gérer, ce sont des discussions autour du harcèlement sexuel, parce que comme vous le verrez, c'est malheureusement pas infréquent. Et donc, voilà, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est puni ou pas ? Alors, on va commencer très large. L'article 40 de la Convention d'Istanbul, à propos du harcèlement sexuel, qui a été signé par la Suisse, donc c'est un texte qui s'applique en Suisse, qui dit la chose suivante: toute forme de comportement non désiré, verbal, non-verbal ou physique, à caractère sexuel, ayant pour objet ou pour effet de violer la dignité d'une personne, en particulier lorsque ce comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, est soumis à des sanctions pénales ou autres sanctions légales. Donc la communauté internationale s'est mise ensemble pour légiférer, entre guillemets. Alors c'est une convention, donc je sais pas, d'ailleurs il faudrait que je pose la question à Laura pour savoir si le texte a force de loi en Suisse, mais je ne pense pas, surtout que comme on le verra, nous avons d'autres instances de droit suisse qui parlent de ce sujet-là. Mais donc on voit que, je dirais au niveau mondial, alors tous les pays du monde sont évidemment pas signataires de la Convention d'Istanbul, mais on voit qu'il existe déjà quelque chose à ce niveau-là. Le droit pénal suisse, lui, dit quelque chose de très clair. Article 198 du Code pénal définit le harcèlement sexuel comme désagrément causé par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. Et donc, le texte de l'article dit ceci: celui qui aura causé du scandale, on est en Suisse, causé du scandale, celui, en parenthèse, ou celle qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y aura été inopinément confrontée, celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières sera, sur plainte, puni d'une amende. Alors, commentaire. On voit qu'il y a deux grands cas. Il y a en gros l'exhibitionnisme et les attouchements et les paroles. Et on verra en fait que le harcèlement sexuel concerne plutôt le deuxième type de comportement. Donc attouchement et paroles, on le verra. Mais donc, l'article 198 du Code pénal gère les désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, et donc ne définit pas le harcèlement sexuel, mais simplement dit voilà, s'il y a des confrontations à un acte d'ordre sexuel, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc, c'est puni par amende sur plainte. Ça, c'est important. Ce n'est donc pas poursuivi d'office. Ça veut dire que si vous voulez vous plaindre, vous devez déposer plainte à la police, par exemple, et c'est puni d'une amende.
Alors, le harcèlement sexuel physique nécessite une prise de contact physique et il faut que celui-ci ait une connotation sexuelle. Donc on ne peut pas dire parce qu'il m'a touché le dos, par exemple, pour me pousser, ou me pousser pour je sais pas, ou me laisser la place dans l'ascenseur. En tant que tel, euh, mettre la main de quelqu'un dans le dos n'a pas de connotation sexuelle. En revanche, l'attouchement sexuel des seins, des fesses ou des parties du corps près du sexe, comme les cuisses ou le bas du ventre, même par-dessus les habits, la pression ou l'enlacement peuvent tomber sous le coup du harcèlement sexuel. Des actes moins insistants suffisent également. Alors évidemment, les commentaires, ça vient des études des juristes, de la jurisprudence du tribunal fédéral, etc., etc. Alors je vais souvent dire messieurs, parce qu'on est quand même, vous le verrez, beaucoup plus concernés. Messieurs, vous êtes bourré au repas de fin d'année et puis vous enlacez votre voisine que vous aimez par ailleurs bien, même si vous êtes marié et que voilà. Elle peut se plaindre, elle peut dire que ça la dérange et que donc, et même si ça la dérange pas d'ailleurs, par-dessus, vous mettez la main sur sa cuisse, vous l'enlacez, c'est du harcèlement sexuel. Et des actes moins insistants suffisent également. Donc, harcèlement sexuel physique bien défini. Le harcèlement verbal n'est considéré comme infraction pénale que s'il est effectué de manière grossière. Ainsi, seules les expressions particulièrement vulgaires constituent une contrainte grossière et sont réprimées. La qualification d'une expression comme particulièrement vulgaire doit toujours se faire de manière objective et en tenant compte du contexte social ainsi que des circonstances concrètes et peut varier selon la situation. Environnement professionnel ou bar, par exemple. Donc, le législateur, ou en tout cas le commentaire, dit que si vous êtes dans un bar ou au travail, eh bien ce ne sont pas tout à fait... La vulgarité n'a pas le même sens. Dire à quelqu'un qu'il a un beau cul dans un bar, apparemment plus toléré que si vous dites ça à quelqu'un dans un bureau ou au travail. Les propos peuvent se faire dans l'espace public ou privé, le harcèlement verbal ne doit pas forcément survenir en public. Donc vous êtes en privé, une soirée d'amis, et vous dites ça à une de vos connaissances, une de vos amies même, elle pourrait se plaindre de harcèlement sexuel. La doctrine récente ainsi que le tribunal fédéral partent désormais de l'idée que le harcèlement ne doit pas obligatoirement se faire par des paroles prononcées, il peut également se réaliser au moyen de lettres, d'emails, de SMS, de téléphone ou de visioconférences, et ne sont pas exclusivement au moyen d'images. Donc, vous envoyez un SMS un peu garni, ça peut être du harcèlement sexuel. Ce qui est intéressant dans le code pénal, c'est qu'en fait, les deux variantes de l'infraction, donc soit l'exhibitionnisme, soit le harcèlement, doivent être commises intentionnellement. Donc, si vous voulez porter plainte, vous devez montrer l'intention de la personne. Donc, le harcèlement sexuel représente l'infraction en fait la moins grave parmi toutes les infractions portant atteinte à l'intégrité sexuelle. Tout ce qui est plus grave, comme forcer un acte, usage de violence, etc., sont régis par d'autres articles du Code pénal. Et donc, du point de vue du Code pénal, il faut distinguer ça du stalking, pour suivre les gens, du cyber-grooming, de proposer à des mineurs sur Internet, des violences sexuelles, voire de l'exhibitionnisme. Donc, le Code pénal est assez précis de ce point de vue-là. Il faut qu'il y ait intention, attouchement et ou paroles grossières en fonction du contexte. En gros, c'est le code pénal. Le droit civil, lui, est différent. Par exemple, l'article 328 du Code des obligations, protection de la personnalité du travailleur en général. Donc là, on se focalise maintenant sur le monde du travail. Alinéa 1, l'employeur protège et respecte dans les rapports de travail la personnalité du travailleur. Il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais admettons. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes. Alinéa 2, il prend pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur les mesures commandées par l'expérience applicables en l'état de la technique et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. Donc, chers employeurs, vous êtes responsables de veiller à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement dans votre entreprise. C'est votre responsabilité, c'est le Code des obligations qui le dit. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup d'entreprises ont ou possèdent des règlements intérieurs qui stipulent, qui reprennent certains de ces mots, de ces expressions, et voire même donnent des exemples ou même peut-être précises ou même sont plus exigeants que le Code des obligations.
Donc en droit civil, on a le code des obligations qui nous indique la loi, mais aussi la loi sur l'égalité. Article 4, harcèlement sexuel et discrimination. Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement important de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle. Donc oui, si vous dites à un collègue espèce de petit PD, eh bien, vous êtes passible de harcèlement sexuel selon l'article 4 de la loi sur l'égalité. C'est comme ça. On n'a pas ici à dire si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. La loi est claire à ce sujet. Ce qui est intéressant donc, c'est que selon la loi sur l'égalité, le comportement harcelant est une atteinte à la personnalité. Une atteinte à la liberté et à la dignité sexuelle des hommes et des femmes concernés. Donc on voit que c'est plus large finalement que le code pénal. Alors on reconnaît deux formes de harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel qu'ils appellent quid pro quo, ça veut dire la personne promet des avantages ou menace la personne harcelée de graves désavantages en lien avec les rapports de travail si elle ne donne pas suite aux avances sexuelles. Donc, allez, passe sur le bureau, sinon tu n'auras pas ta promotion. Promotion canapé, ces genres de choses-là. Allez, laisse-moi t'embrasser, et comme ça, tu auras, etc. Donc ça, c'est le premier type de harcèlement sexuel. Le deuxième, qui est malheureusement plus commun, le comportement de l'auteur ou auteur, qui crée une atmosphère de travail hostile, par exemple, par des blagues ou des remarques sexistes, est également considéré comme une forme de harcèlement sexuel, même lorsqu'il n'est question d'aucun avantage ou désavantage concret. Donc, la blague sur les blondes, la remarque sexiste sur la jupe, le décolleté, le jean moulant ou que sais-je, c'est du harcèlement sexuel. Notez qu'il n'y a pas mention de durée ou d'intensité. La première fois suffit. Il n'est toutefois pas nécessaire que le harcèlement sexuel ait lieu dans le contexte d'un abus de pouvoir. Donc ça marche aussi entre collègues. Si vous êtes collaborateur, vous pouvez aussi harceler sexuellement votre chef. C'est pas seulement en descendant la hiérarchie. Qu'est-ce qu'on reconnaît comme forme de harcèlement sexuel ? Proférer des menaces, imposer des contraintes, exercer des pressions ou promettre des avantages en vue d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Paroles déplaisantes ou dénigrantes, remarques sexistes, commentaires grossiers ou embarrassants et ou plaisanteries. Messieurs, plaisanteries. Envoyer, également sous forme électronique, montrer ou accrocher des images avec du contenu sexuel. Les fameux posters de la voirie. J'ai bossé à la voirie il y a une 40aine d'années. C'était bien décoré. Dernière forme reconnue de harcèlement sexuel, des contacts physiques non désirés allant jusqu'aux transgressions sexuelles, la contrainte sexuelle et le viol. Donc, c'est large, mais c'est très clair. Ce qui est intéressant, c'est donc le critère décisif pour l'application, c'est un lien ou un effet du harcèlement sur le lieu de travail. Donc la loi sur l'égalité en termes de harcèlement sexuel ne s'applique que sur le lieu de travail. Alors, comment est-ce qu'on sait ? Eh bien, sur le plan subjectif, des actes, des gestes ou des propos sont considérés comme harcelants lorsqu'ils sont accomplis contre la volonté de la personne concernée et perçus comme du harcèlement selon une sensibilité moyenne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Se baser sur la sensibilité moyenne signifie qu'il faut tenir compte des différences entre hommes et femmes en ce qui concerne l'adéquation de certains comportements et donc, selon les cas, se baser uniquement sur la sensibilité moyenne des femmes. Pourquoi ? Parce que la plupart des victimes sont les femmes. Et donc évidemment, si on se base sur la sensibilité moyenne des hommes, qui ne se le cachons pas, on est des bourrins, malheureusement, beaucoup trop. Pour nous, dira une dame que elle a, comment est-ce qu'on disait, elle a du bois devant la maison, on disait quand j'étais jeune. Évidemment, pour nous, c'est normal, mais pour elle, ça ne l'est pas. Et donc, ce qui compte ici, c'est bien la sensibilité de la personne concernée. La motivation de l'auteur du harcèlement n'est pas prise en compte, contrairement au droit pénal qui, en ce qui concerne l'aspect subjectif, a davantage une approche basée sur la personne auteur de l'infraction. Donc en droit pénal, ce qui compte, c'est l'intention de la personne. Pour la loi sur l'égalité et l'article du Code des obligations, ça ne rentre pas tant en ligne de compte que la perception de la personne. On arrive enfin, je sais c'est long, mais je pense que ça vaut la peine qu'on se mette bien les yeux en face des trous, messieurs, en face de nos trous, nos yeux, à nous, pour qu'on voit la réalité en face. Définissons le harcèlement sexuel.
comportement non désiré à connotation sexuelle ou lié au sexe ou à l'appartenance sexuelle, ressenti comme tel par la personne harcelée et qui porte atteinte à la dignité d'une personne. Comportement non désiré à connotation sexuelle ou lié au sexe ou à l'appartenance sexuelle, ressenti comme tel par la personne harcelée et qui porte atteinte à la dignité d'une personne. C'est clair. Nous n'avons plus maintenant qu'à nous y conformer. Alors, quel est le mode opératoire ? Alors, malheureusement, la volonté de dénoncer les infractions sexuelles est très très bas. Alors, je vous donne un exemple. Les vols de voiture, on est à 87,5% des gens. On n'est pas à 100%. Il y a des gens qui se font piquer leur voiture et qui ne dénoncent pas. Alors après, est-ce qu'ils se sont fait piquer ? J'en sais rien. Mais on est à 88%. Les voies de fait, par exemple violence, bagarre dans la rue, on est à 20% seulement. Infraction sexuelle, 3,4%. Ben oui, dénonciation, plainte, pénale, compliqué. Donc, il faudra que j'en parle avec Laura, voir si peut-être que les gens ont une perception que c'est trop long ou trop compliqué ou trop coûteux. Donc, il faudra que je vois avec elle. Mais 3,4%, c'est beaucoup, beaucoup trop bas. Alors, quels sont, dans les modes opératoires, le plus fréquent en termes de harcèlement sexuel ? Eh bien, sans aucune surprise, attouchement, 37% des cas, parole, 22% des cas. Qui est concerné ? Les femmes à plus de 90%, plutôt entre 18 et 29 ans. Souvent, d'ailleurs, dans le rue, parking plein air ou dans les habitations. La plupart du harcèlement se passe aujourd'hui dans la rue, dans les espaces entre guillemets publics, et avec des personnes avec lesquelles il n'y a pas de relation. Donc ça siffle, ça regarde, ça fait des commentaires, etc. Relation de travail, seulement 5%. Combien de cas ? J'ai plus la statistique en tête parce que je ne l'ai pas noté, mais je crois qu'il y avait 1470 cas en 2020. Donc vous faites 5% de ça, et puis 1400, 10% ça fait 140, 5% ça fait 70 cas au travail en Suisse. On voit que, avec un taux de dénonciation qui est effectivement très très bas. Je vais vous donner maintenant quelques statistiques qui devraient vous faire froid dans le dos. Tous incidents confondus. Plus de la moitié des personnes interrogées ont déjà subi un cas de harcèlement sexuel au cours de leur vie. Plus de la moitié, messieurs. Entre 20 et 60% pour les femmes au cours de leur vie. Entre 2 et 10% pour les femmes au cours des 12 derniers mois. Si vous êtes 10 femmes autour de vous, il y en a une qui a subi du harcèlement sexuel. Entre 15 et 20% pour la population entière au cours de leur vie. Entre 5 et 40% pour toutes les personnes employées, hommes et femmes, tout au long de leur vie professionnelle, sur leur lieu de travail. Entre 1 et 15% pour toutes les personnes employées, hommes et femmes, au cours de 12 derniers mois sur le lieu de travail. Ce n'est pas possible. Il faut absolument qu'on change ça. Et le but de cet épisode, c'est de clarifier les choses et de dire ce qui est du harcèlement sexuel, de ce qui n'en est pas, pour que chacun puisse prendre ses responsabilités. Alors comment savoir ? Le Bureau fédéral d'égalité donne une bonne règle. Une règle simple permet de déterminer si une situation constitue un simple flirt, un début de relation amoureuse ou sexuelle, ou au contraire un cas de harcèlement sexuel. Ce qui distingue les deux types n'est pas l'intention de la personne à l'origine de l'acte, mais la façon dont il est ressenti par la personne concernée, le caractère désiré ou non du comportement. Si vous faites un compliment à une collègue en disant « dis donc ta robe aujourd'hui, dis donc ton costard aujourd'hui, il te va vraiment super bien », et que la personne rosit un petit peu, vous remercie, ce n'est pas du harcèlement sexuel. Si le même compliment fait à la même personne 6 mois plus tard, et que la personne a les larmes aux yeux, ça peut en être. Alors que faire ? En tant que personne, c'est compliqué, je suis d'accord avec vous. On sait bien tout plus quoi dire, j'entends, même de la part de RH. Oui, parce que nous n'étions pas suffisamment sensibles à ce que nous disions. Et je dis bien nous, c'est pas juste pour faire beau, c'est parce que je sais que c'est pareil pour moi. Bien sûr que j'ai dit des blagues sexistes, je faisais des gags sur les femmes au travail. Mais depuis, j'essaye de bannir complètement ce genre de remarques. Donc, en tant que personne, respecter chaque personne du mieux qu'on peut. Et si on n'est pas sûr, on pose la question avant. Ou on pose la question après. On dit, mais j'espère que ça t'a pas choqué, frappé, déplu. D'accord ? En tant que personne, on peut aussi éduquer. Faites référence à cet épisode, faites référence à l'étude du SECO qui est en lien.
essayez de parler de ça aux gens autour de vous. Ça va se passer dans les familles, ça va se passer dans les écoles, ça va se passer dans les lieux de travail, ça va se passer partout où vous êtes. Parler de ce qu'est un harcèlement sexuel, de ce que ça n'est pas et de comment faire. En tant que cadre, je pense que nous avons un devoir d'expliquer, d'éduquer, parce que ce ne sont pas des choses qui sont évidentes pour tout le monde, et surtout, de faire respecter la loi. Tolérance zéro pour ce genre de choses. C'est un avertissement verbal une première fois, et c'est convoqué aussi au RH la deuxième, pour moi, à mon avis. Alors oui, pour le pénal, ça dépend de l'endroit, ça dépend, comme on l'a vu, vous êtes dans un bar ou pas. Mais excusez-moi, on est au travail, l'entreprise a un devoir de faire respecter l'intégrité psychique et morale des collaborateurs et des collaboratrices. Donc au boulot, vous êtes cadre. Vous respectez la loi et vous la faites respecter. Tolérance absolument zéro. Et oui, peut-être que la première fois qu'on virera quelqu'un dans l'entreprise pour un comportement dénigrant, eh bien ça enverra un petit message à ces messieurs pour que nous arrêtions des blagues déplacées, sexistes et qui n'ont franchement rien à voir avec le travail. Voilà, nous avons du boulot sur le sujet et les femmes comptent sur nous. Et les hommes comptent sur nous et nous comptons tous les uns sur les autres. À la semaine prochaine. Ciao.